Bonjour à toutes et tous, je sors de la rencontre organisée par le président de la République aujourd'hui qui a invité les différents responsables de formations politiques représentés au Parlement à échanger sur la situation internationale. Je suis arrivé à cette réunion avec de l'inquiétude, notamment après les propos tenus par Emmanuel Macron ces derniers jours qui, il y a une dizaine de jours de ça, avait laissé la porte ouverte à une intervention de troupes françaises sur le front en Ukraine face à la Russie. Et j'espérais porter un certain nombre de propositions ce matin devant le président de la République et lui dire surtout que plutôt que de multiplier les surenchères sécuritaires, les déclarations va-t-en-guerre, plutôt que en quelque sorte de vouloir incarner le leader du camp de la guerre, la responsabilité de la France était plutôt de prendre la tête du camp de la paix. Et c'est le message que j'ai voulu porter devant lui ce matin. Or, je ressors de cet échange avec encore plus d'inquiétude, parce qu'en réalité, le président de la République, non seulement n'a pas corrigé les propos qu'il avait tenus la semaine dernière, mais au contraire les a confirmés, les a maintenus, en disant que tout devait être fait pour aider l'Ukraine, qu'il n'y avait aucune ligne rouge, aucune limite, et que notre soutien vis-à-vis de l'Ukraine devait être un soutien quoi qu'il en coûte. Et en tenant ces propos, le président de la République ne semble pas prendre la mesure à la fois d'à quel point ces déclarations ont isolé la parole de la France, à quel point ils ont produit l'exact inverse de ce qu'il prétendait vouloir faire. Il a redit tout à l'heure que de son point de vue, il s'agissait, en reprenant ces termes, de créer une ambiguïté stratégique, c'est-à-dire de donner l'impression qu'en créant du flou, en laissant ouvertes toutes les possibilités, il allait renforcer le rapport de force face à l'agression inacceptable de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Or, précisément, ces déclarations, elles ont conduit au résultat exactement inverse, puisque plutôt que de créer une ambiguïté stratégique, ces déclarations, elles ont levé une ambiguïté stratégique, puisque après les déclarations d'Emmanuel Macron, l'ensemble des pays de l'Union européenne, les pays de l'OTAN, les États-Unis ont tous pris la parole pour dire que pour eux, il n'était pas question d'envoyer des troupes sur le front, d'envoyer des troupes en Ukraine pour faire face à la Russie. Et j'ai eu le sentiment qu'ils ne prenaient vraiment pas conscience du fait que ces propos l'avaient isolé, que ces propos avaient plutôt été contre-productifs puisqu'ils avaient donné une image de la division au sein de l'Europe, de la division de la France par rapport aux positions des autres pays dans le monde. Et puis surtout qu'ils ne prenaient pas la mesure de la menace, du risque que faisait peser sur la paix mondiale, sur le monde entier, l'hypothèse d'une surenchère, d'une escalade militaire face à une puissance, la Russie, qui est une puissance nucléaire, qui dispose d'un arsenal nucléaire extrêmement important. Et le président de la République reste enfermé dans cette voie, la voie militaire qui, tout le monde le sait, tous les gens sérieux le savent, est une impasse. Dans le même temps, il reconnaît la situation très difficile sur le front ukrainien, il anticipe le fait que cette situation va se dégrader dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, qu'un certain nombre de puissances qui aujourd'hui expriment ou apportent une forme de soutien à la population ukrainienne risquent de s'en retirer. C'est le cas par exemple des États-Unis qui ont de plus en plus de difficultés à faire adopter leur plan de soutien. Donc dans le même temps, il reconnaît cette difficulté et en même temps, il continue dans une forme d'entêtement sur cette voie militaire alors que c'est une impasse. Et j'ai défendu plutôt le fait qu'il fallait renoncer à cet entêtement et au contraire que la France devrait prendre la tête du camp de la paix, c'est-à-dire de ceux qui cherchent à ouvrir une autre voie, une voie diplomatique, une voie qui permet de ne pas prendre encore plus de risques dans une situation qui est déjà extrêmement dangereuse. Parce que tout le monde sait que engager des troupes françaises, engager des troupes de l'OTAN face à l'agresseur russe, c'est prendre le risque d'une escalade qui peut aller jusqu'à une guerre nucléaire. C'est prendre aussi le risque de catastrophes environnementales. Ces combats ont lieu dans une zone, dans un pays, l'Ukraine, dans lequel il y a 15 réacteurs nucléaires. Et vous savez bien que des combats qui se mènent autour d'un réacteur nucléaire, ça peut amener à des catastrophes qui ne sont plus maîtrisables ensuite. Et donc oui, la France doit prendre la tête d'un camp qui dit que désormais, il faut tout faire, tout mettre en œuvre pour que la guerre s'arrête le plus rapidement possible, pour qu'il n'y ait pas encore plus de victimes côté ukrainien, encore plus de victimes côté russe, qu'il n'y ait pas le risque de ces catastrophes environnementales. Et pour cela, il faut dans un premier temps déjà répondre à la demande qui a été formulée par le Parlement ukrainien de permettre la mise en place d'une force d'intervention, d'une force d'interposition sous l'égide des Nations Unies pour protéger ces centrales nucléaires. Deuxièmement, qu'il faut se mobiliser pour obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible et ensuite créer les
conditions d'un accord de paix. Ces conditions d'un accord de paix, elles passent par le fait de mettre sur la table des garanties de sécurité mutuelle, c'est-à-dire des garanties qui permettent à l'Ukraine de pouvoir être en sécurité et qui permettent à la Russie de pouvoir être en sécurité à l'avenir. Et puis enfin, ces conditions de paix, elles nécessitent de réunir une conférence sur les frontières, comme nous l'avions proposé déjà dans la dernière campagne présidentielle, comme Jean-Luc Mélenchon, notre candidat à l'époque, l'avait proposé, pour faire en sorte que les territoires qui font l'objet aujourd'hui de cette confrontation soient discutés, soient mis sur la table d'un débat politique et d'une solution qui est une solution démocratique et pacifique. Et que ces questions-là, qui sont des questions de tension, ne se règlent pas par la guerre. Et le président de la République, d'ailleurs, a reconnu lui-même que le président ukrainien, même si ce n'était pas son discours officiel, était prêt à discuter sur ce sujet et notamment à donner la parole. Quelle autre solution y a-t-il que de donner la parole aux populations concernées pour régler la difficulté, la tension, le conflit sur ces territoires en demandant aux populations qui y habitent, sous l'égide des organisations internationales, tout simplement leur avis. Voilà comment la France devrait agir pour tourner le dos à cet entêtement, pour tourner le dos à cette voie militaire qui fait courir sur la paix mondiale un risque majeur. Mais malheureusement, ça ne semble pas être la position que la France a l'intention de prendre. Donc je suis ressorti de cet échange en quelque sorte encore plus inquiet que la manière avec laquelle j'y étais entré. Puisque c'était un échange sur la situation internationale, ça a été aussi l'occasion et l'opportunité de l'interroger sur la situation dramatique, désastreuse, catastrophique à Gaza. Je lui ai dit que nous avions noté ces derniers jours un changement de position, en tout cas dans les paroles, dans les déclarations, puisqu'il y a encore quelques jours à l'Assemblée nationale, une ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron, Madame Zakharopoulou, disait condamner dans des termes extrêmement fermes les actions de l'armée israélienne à Gaza, demander le respect du droit international, s'exprimer en faveur d'un cessez-le-feu. Donc je lui ai dit que si nous avions bien noté le changement dans les paroles, la question qui était posée était de savoir si la France avait l'intention de se doter des moyens qui permettaient de passer des paroles aux actes, et donc de quelles mesures il comptait prendre pour faire en sorte que le gouvernement israélien arrête immédiatement ses opérations militaires à l'égard des populations civiles de Gaza, que le massacre s'arrête, que le génocide en cours s'arrête, de quelles mesures il avait l'intention de prendre sur ce sujet. Et je lui ai fait un certain nombre de propositions, c'est l'embargo sur les armes, c'est la reconnaissance officielle de l'État de Palestine, c'est le fait de décider de sanctions à l'égard du gouvernement israélien. Sur la question de l'embargo sur les armes, il a tout simplement pas répondu. Sur la question des sanctions à l'égard du gouvernement israélien, il les a écartées en disant qu'il ne s'engagerait pas sur cette voie, sans donner d'ailleurs beaucoup d'explications. Et sur la question de la reconnaissance de l'État de Palestine, puisqu'il avait dit lui-même il y a quelques jours que ce sujet n'était pas un tabou, je lui ai demandé quel était le calendrier de cette reconnaissance, et il l'a reporté à d'autres conditions en posant la question d'un règlement global du conflit, disant par là même qu'en quelque sorte la reconnaissance de l'État de Palestine ne pourrait être effective qu'à partir du moment où l'ensemble des autres sujets étaient réglés, alors que décider aujourd'hui de reconnaître officiellement l'État de Palestine, c'est précisément peser dans le rapport de force pour contraindre le gouvernement israélien à arrêter ses interventions et ses opérations militaires. Donc sur ce sujet aussi, malheureusement, la France, la parole de la France qui a été très lourdement affaiblie ces derniers mois par des va-et-vient, le changement de position en fonction de son interlocuteur, l'expression dans un premier temps d'un soutien inconditionnel à l'État d'Israël et à sa politique, puis dans un deuxième temps un changement de position, mais en même temps sans prendre les actes qui permettent à cette position de devenir effective, que tout ça avait fortement affaibli la parole de la France et que la France devait se ressaisir, qu'elle devait rétablir une parole qui était une parole claire sur ce sujet. Mais au vu des réponses qu'il a fait tout à l'heure, manifestement, il n'a pas choisi de s'engager sur cette voie non plus. Voilà en quelques mots, en résumant rapidement le contenu de l'échange que nous avons eu tout à l'heure. Ce qui est à noter, c'est l'isolement de la parole présidentielle. J'en ai parlé à l'échelle internationale, puisque la parole de la France s'est retrouvée assez seule après les déclarations d'Emmanuel Macron, mais l'isolement aussi sur la scène politique nationale, puisque en quelque sorte l'ensemble des personnes qui étaient autour de la table, l'ensemble des formations politiques de l'opposition, ont dit à quel point ces propos d'Emmanuel Macron étaient contre-productifs, étaient dangereux, et les ont condamnés, c'était mon cas, ou pour les plus diplomates d'entre eux, les ont désapprouvés. Mais en tout cas, que personne ne se retrouvait dans ces propos. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc oui, il y a de l'inquiétude, forcément. Mais pour autant, il faut continuer, bien sûr, à défendre ses positions, puisque petit à petit, on sent que ça soit sur la situation en Ukraine, que ce soit sur la situation à Gaza, après avoir très lourdement caricaturé nos positions, après avoir voulu nous dénigrer, nous caricaturer, nous stigmatiser, petit à petit, c'est nos positions.
qui s'imposent dans le débat public. Donc il faut continuer à les défendre pour faire en sorte que la France soit à la hauteur de ce qu'on attend d'elle sur la scène internationale, c'est-à-dire qu'elle porte cette parole forte, cette parole de la paix, cette parole du respect du droit international, cette parole non alignée, cette parole d'une puissance qui n'a pas de double standard en fonction des situations et qui dit toujours la même chose en fonction de principes. Voilà ce que nous défendons et que nous allons continuer à défendre.